du marché économique djiboutien, eh ben, n'est pas libre et il ne favorise pas les entrepreneurs. Et au contraire, ben, il les expose à la corruption, comme ça m'est déjà arrivé. Quand on reprend par exemple aussi pour les autres points, donc ces deux points-là, ils sont les plus évidents. Et les autres points aussi, ben, Ismaël Amerguel est encore omniprésent. Par exemple, dans l'orientation sur le long terme, Ismaël Amerguel n'a pas d'orientation sur le long terme. Il vit au jour le jour. Il vit au jour le jour et c'est donc encore une fois un frein à un mouvement de transformation de Djibouti. Et donc, on va continuer notre transformation, que ce soit ben, des individus nous-mêmes, et que ben, on va le changer malgré lui. On va le rendre intelligent malgré lui. Et la machine est lancée. Et puis voilà. Et comme pour terminer donc sur ces points-là, eh bien, il y a eu souvent des débats anti-tribalisme à Djibouti. Ils ont stigmatisé très souvent quelques particuliers ou quelques groupes. Mais en fin de compte, aujourd'hui 2022, on voit que c'était toute une aberration. Toutes les contestations anti-tribales qu'il y a eu déjà sur les réseaux sociaux ou qu'il y a eu dans le passé, eh bien aujourd'hui, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Au contraire, même tous ceux qui se présentaient comme des anti-tribalistes acharnés, eh bien, ils sont tous repartis vers leurs cousins en chantant « Au cousin, mon cousin ». Ce n'est pas la peine que je donne des noms. Tout le monde, finalement, par exemple en 2015, il y avait dans les réseaux sociaux djiboutiens une stigmatisation très importante, par exemple, de DAF. Les sociétés civiles djiboutiennes, ceux qui se réclamaient de la société civile djiboutienne, sur les réseaux sociaux, ou autres professeurs d'université, etc., eh bien, ils stigmatisaient énormément DAF en disant que ben, il a monopolisé le parti MRD, qu'il place ses cousins, etc., etc. Finalement, ceux-là même qui critiquaient DAF, 7 années plus tard, ils sont tous rentrés sous les jupes de leurs oncles et de leurs cousins. Au prétexte qu'eux, ils aiment leur famille et qu'ils ne détestent pas les autres. Non, c'est toujours le même collectivisme. Et à partir du moment où ils sont collectivistes, pour moi, ben, ils sont un frein au changement et ils ne sont pas réellement antitribalistes parce que l'antitribalisme, il faut obliger ce tribalisme à changer. Et pour l'obliger à changer, eh ben, il faut se porter promoteur ben, de tout ce qu'il n'est pas. Le tribalisme djiboutien est collectiviste, il n'est pas individualiste. Donc, être antitribaliste, c'est davantage être individualiste que néo-ethnique. Il est très dictatorial, le tribalisme djiboutien. Donc, être antitribaliste, c'est être pour la pluralité et la décentralisation et aussi pour la latéralité dans les relations, de l'horizontalité dans les relations. Mais lorsque ben, c'est toujours le même... et les prétendus antitribalistes de la société civile, dans les années 2015, lorsqu'ils sont finalement... Ben, ils sont partis, ben, on va dire, acclamer un de leurs oncles qui a quitté le gouvernement ou qui est dans les affaires, ou etc., ou un notable de leur famille, et bien finalement, ils sont encore en train de perpétrer la concentration de puissance autour toujours des mêmes leaders communautaires. Ils ne se sont pas posés comme, ils n'ont pas revendiqué un pouvoir de décision pour eux-mêmes. Ils ont préféré partir sous les jupes de leur oncle. Donc, ils contribuent à la concentration du pouvoir et de la puissance, à la concentration de la puissance. Pour la vision à long terme, pareil, ils ne sont pas capables de comprendre les problématiques géopolitiques, par exemple de révolution industrielle et autres partitionnements géopolitiques entre la Chine et les routes de la soie, entre Poutine et sa vision eurasiatique ou encore la vision Erdogan islamiste et enfin de l'autre côté la proposition libérale on va dire des États-Unis et de leurs alliés. Donc ils n'ont pas réussi à établir ce genre de débat
de problématiques, on va dire, géopolitiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas de perspective, et ils ne voient pas sur le long terme. Et qu'à ce moment-là, ben, ils ont beau se prétendre antitribalistes, et ben en fait, ils sont tribalistes. C'est des, on va dire, si je suis gentil avec eux, c'est des néo-tribalistes, c'est des néo-ethniques. Et bon, malheureusement, ben, certains ont eu cette intelligence d'accepter que finalement, ils se sont trompés de direction, qu'ils n'étaient pas vraiment antitribalistes. Et qu'en fin de compte, ben, eux, ils sont restés dans leur communauté. Mais qu'ils le reconnaissent au moins. Qu'ils le reconnaissent et puis voilà. Et donc, sur ces points-là que j'ai repris, par exemple, sur les dimensions culturelles que j'avais publiées ce matin, je vais me limiter à ces trois-là, celle de perspective et de vision sur le long terme, qui leur manque, celle de concentration de la puissance qu'ils ont toujours entretenue entre les mains des notables tribaux, ou encore celle de la collectivisation des ressources et autres, et du manque d'initiative entrepreneuriale et d'individualisme et de revendication de propriété individuelle et donc d'affirmation de soi en termes d'individu, de singularité en fait. Ils n'ont pas réussi à revendiquer leur singularité. Ils sont toujours en train de dire que finalement ils sont plus reconnaissants envers un certain héritage du passé qu'ils ne réussissent pas à sublimer. Donc finalement, ils se sont prétendus antitribalistes, mais ils ont été tribalistes. Et si je dois maintenant illustrer par un nom cet échec de l'antitribalisme, si je dois l'illustrer par un nom, par une personne, ce serait Omar Zola, par exemple. Omar Zola, c'est l'archétype même du tribaliste antitribaliste. Il se prétendait antitribaliste, mais finalement, ben, il a perpétué tous les mécanismes du tribalisme. Il a perpétué tous les mécanismes du tribalisme. Et donc, ce soit Omar Zola ou bien plein d'autres exemples que je ne citerai pas. Donc, je les tape dessus parce que ben, c'est le plus flagrant et c'est le plus, ben, on va dire, extrême comme situation. Ah, il y a certains, mes pitching balls préférés, je taperai encore dessus, c'est les Ouaddad, hein, c'est Abdelrahman Bachir par exemple. Abdelrahman Bachir, il se prétend être antitribaliste, mais être, on va dire, islamiste, erdoganiste, c'est être tribaliste foncièrement. Sa manière de voir l'islam politique, son invention d'islam politique, c'est encore du collectivisme, c'est encore de la concentration de pouvoir, c'est encore un manque de perspective sur le long terme parce que ben, l'islam politique, ils ont essayé d'inventer avec les frères musulmans et Erdogan, il est très limité, il est insatisfaisant pour prétendre donner des leçons aux tribalistes. C'est encore du tribalisme. Et donc, c'est Abdelrahman Bachir ou Barkhad God aussi. Barkhad God qui parle de liberté, alors que c'est un islamiste. Mais les islamistes, ils n'ont pas le droit de parler de liberté. L'islam politique n'a pas le droit de parler de liberté. Et les erdoganistes n'ont pas le droit de parler de liberté. Hein. C'est pas leur truc, c'est pas à eux ça. Dans l'islam, la liberté, elle a toujours été, on va dire, portée par les soufis. Et qui étaient mais vraiment fermement attachés à ce qui pouvait, la société civile, donc c'est-à-dire qui étaient attachés à rester hors du pouvoir, loin du pouvoir politique surtout, et de on va dire, des gouvernements. Voilà, le bon terme. Les soufis ont marqué une rupture avec le gouvernement, mais ils ont quand même eu des contributions intellectuelles qui ont été très influentes. Et cette influence, elle a surtout bénéficié à la justice ou à la société civile, donc à la Oumma ou aux intellectuels qui sont, on va dire, dans la justice. Donc, et à ce moment, ben, mon individualisme revendique affiché, ou on va dire
ma volonté farouche d'affirmer ma citoyenneté et de revendiquer ma citoyenneté individuellement hors des appareils gouvernementaux, ou aussi ma façon de présenter une certaine vision sur le long terme, toutes ces choses-là, eh bien, c'est vrai que ça a du pouvoir et de l'influence, mais ce n'est pas pour gouverner. Je ne suis pas intéressé par la gouvernance. Et je suis donc plutôt intéressé par l'influence intellectuelle ou aussi renforcer l'appareil juridique, le système, on va dire, juridique, donc le pouvoir juridique. Je suis plus intéressé par renforcer la justice que contribuer au parlementarisme ou contribuer on va dire, au gouvernement. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Et sur ce, ben voilà, je pense avoir tout dit. Et comme quoi une réaction intelligente, au mieux, eh ben, elle acceptera de renoncer en partie à certaines formes, on va dire, du tribalisme, mais il y renoncera contre son gré. On ne laisse pas le choix, on ne va pas laisser ce choix-là, on va pousser la machine, on va la pousser par derrière, on va les pousser par derrière, on va les tirer. Malgré eux, ce sera leur intelligence. Et il faudra qu'ils le reconnaissent aussi. Et s'ils sont intelligents, ils vont survivre à la machine. Ils vont survivre au changement. S'ils ne sont pas assez intelligents, ils vont être lâchés, ils vont être largués et ils vont se retrouver, ben, on va dire, avec l'ancien monde et donc avec Ismaël Amerguele et tous les autres, quoi. Sur ce, ben voilà ce que je voulais dire. Une réaction néo-ethnique intelligente, il faudra que ben, elle réussisse à accepter contre son gré que des individus revendiquent on va dire, leur citoyenneté hors des appareils tribaux et ethniques, et que des individus qui refusent de contribuer, on va dire, à la puissance clanique, à la puissance tribale. Non, moi, mes contributions, je ne les offre pas à mes communautés ethniques d'origine. Ah non, je suis désolé si je ne leur offre pas mes contributions. Et mes contributions, elles sont pour moi. Et s'il y a des gens qui devaient en profiter de mes contributions, ben, ce sera tout bêtement les Djiboutiens sans distinction. Et voilà, donc les mathématiques, par exemple, que j'utilise comme fer de lance, ben, c'est pour tous les Djiboutiens. Et ce n'est pas pour renforcer le pouvoir de mes grands-pères. Ce n'est pas pour contribuer à la richesse, à la concentration financière de mes grands-parents. Ce n'est pas non plus pour une vision court-termiste, on va dire, avec les lobbies ethnicistes djiboutiens. Non, ce n'est pas pour ça que je fais de l'action, et donc je vais surtout renforcer aussi bien la justice, aussi bien les Djiboutiens sans distinction. Et puis voilà, donc une réaction. J'attends qu'il y ait des gens qui réussissent à eux aussi, on va dire, se laisser entraîner par le mouvement. Et surtout, j'aurais besoin aussi de gens qui s'impliquent dans ce mouvement-là et qui se placent sur le premier flanc avec moi. J'ai besoin de gens qui se placent au premier flanc avec moi et qui puissent rompre avec les anciennes structures pour se poser en homme libre. Et tant qu'il y aura de plus en plus d'hommes libres pour se mettre, on va dire, sur le premier front, sur le premier plan de ce mouvement-là, eh bien, la machine va avancer et puis certaines personnes vont être tirées malgré eux dans ce mouvement-là parce que ils seront obligés de reconnaître un certain profit à tirer. Ils vont suivre le mouvement parce qu'ils auront quelques profits à tirer dedans, même s'ils ne seront pas, on va dire, en pole position ni sur la première ligne du front.
Au moins ceux-là qui auront reconnu dans le mouvement des intérêts, eh ben, ils sont quand même intelligents. Puis il y en a d'autres qui vont le faire par devoir filial. Oui, ils vont dire, oui, c'est mon frère, oui, c'est mon cousin, etc. Et je vais le suivre pour le soutenir. Même s'il ne sera pas à la première ligne de front, au moins il est un peu plus intelligent puisque il aura tenu un certain sens au devoir et il a réussi à donner un sens, on va dire, à atteindre l'idée de devoir filial de manière un peu plus intelligente que ceux qui seront restés sur un devoir filial vis-à-vis des grands-parents qui sont déjà morts et du passé pour bannir les dissidents, comme moi. Il y a des gens qui se sont précipités à me bannir et donc tant pis pour eux, moi. Pour moi, ils sont pas intelligents. Et voilà, donc ce que j'entends par une réaction intelligente, c'est tous ceux qui se seront sentis obligés, qui se seront sentis obligés par devoir filial, etc., ou de connaissance ou d'amitié, ou qui se seront sentis par devoir, par utilité, ou qui ont cherché un certain profit dedans. Ils auront plein de raisons de suivre en traînant les pieds le mouvement. Au moins, eux, c'est une réaction intelligente. C'est plus intelligent que ceux qui vont, on va dire, tomber avec Ismaël Omar Guelleh, parce que Ismaël Omar Guelleh, lui, c'est le premier frein au mouvement. Et voilà, donc, tous ceux qui ont donc prétendu être anti-tribalistes parmi les Abdelrahman Bachir ou dans la société civile comme Omar Zora, pour ne citer que ces deux noms, eh ben, c'est désolant. C'est désolant. Pour moi, ils sont aussi tribalistes que ceux qu'ils dénoncent. Ou tiens aussi, quand j'y pense, Badoul, quand il parle de critiquer le tribalisme, il me fait rire. Il me fait rire et